Nous nous sommes organisés au complexe scolaire La Sagesse pour vous proposer des cours en ligne. Présentement, nous allons suivre le cours de latin, non pas pour faire de nouveaux enseignements, de nouvelles leçons, mais plutôt pour revenir sur certains aspects du cours que nous avons étudié, en vue d'insister et pour vous orienter dans l'étude et la préparation de vos examens. Alors, notre entretien s'organise de cette manière-ci. Le premier point, nous allons parler d'un commentaire sur l'organisation de notre cours. Deuxièmement, nous allons parler de l'éloquence, Cicéron pro archia poeta. Enfin, nous prendrons un modèle d'analyse, un texte d'analyse, et nous terminerons par la stylistique. Le premier point, l'organisation du cours. Le cours de latin en 6e, tel que nous l'avons appris, est organisé en sous-branches. Nous avons 3 principales sous-branches. La première, c'est la realia. La deuxième, c'est la grammaire. La troisième, nous avons l'analyse des textes. Et finalement, 4, c'est la stylistique, mais qui est en réalité comprise dans l'analyse des textes. Donc, c'est une sous-branche qui est dans l'analyse des textes. Ce sont ces matières-ci que vous devez avoir à l'esprit quand vous étudiez. Alors, la partie realia, vous avez un syllabus sur cette partie-là, donc vous n'avez pas trop de problèmes à vous faire. La grammaire est beaucoup plus vaste, parce que la grammaire comporte la phonétique. C'est pour vous permettre, la phonétique vous permet de lire le latin. Vous l'avez apprise en 3e. Vous avez la morphologie aussi en 3e. Et 4, vous avez la syntaxe. Ce sont ces 3 matières-ci qui composent la grammaire. En 6e, on est revenu sur certains aspects de syntaxe. Et la morphologie, c'est vraiment l'effort de chacun à reprendre les anciens cahiers ou bien les anciennes notes pour revoir sa morphologie, revoir sa phonétique, comment lire, et la syntaxe, donc la matière de la 4e, et la grammaire que nous avons apprise. Finalement, la grosse part, c'est l'analyse des textes. Vous savez que c'est là où nous avons passé le plus grand, vraiment l'essentiel de notre temps. L'analyse des textes. En 6e, il y a plusieurs textes. Et tous ces textes sont regroupés en 2 années. On ne peut pas les étudier en une seule année. C'est comme ça que, ici, nous allons parler d'une année paire et d'une année impaire. Il y a des textes qui sont affectés en année paire, d'autres sont affectés en année impaire. Nous autres, cette année, nous avons suivi, donc nous avons pris les textes qui sont de l'année paire. Et ce sont ces textes-là que nous avons analysés. Ces mêmes textes-là de l'année paire sont regroupés en thèmes. Les textes de l'année paire sont regroupés en thèmes. Et c'est 3 thèmes que nous avons vus. Tous ces textes-là sont regroupés en 3 thèmes, à savoir le premier thème, c'est l'éloquence. L'éloquence. Le deuxième thème, c'est l'histoire. Et le troisième thème, c'est attitude et conception humaine. Attitude et conception humaine. Voilà donc les 3 thèmes que nous avons étudiés. Finalement, en éloquence, nous avons juste vu un seul auteur. C'est un seul auteur qui est prévu ici, c'est Cicéron. C'est lui que nous avons étudié ici. En histoire, nous avons vu 4 auteurs. Je crois que vous vous rappelez. En histoire, les auteurs que nous avons étudiés en histoire, vous avez Salluste, vous avez Tacite, vous avez Tite-Live, et le dernier, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin, chacun avec ses œuvres.
Et nous, pour le moment, nous n'allons pas prendre cette dernière partie-ci qui est dans l'histoire. Nous allons plutôt nous atteler sur cette première partie-ci, l'éloquence avec Cicéron dans Pro Archia. Nous allons essayer de faire un commentaire sur Cicéron et nous prendrons un texte, un modèle de texte d'analyse, le paragraphe 22. Cicéron, éloquence avec Cicéron. L'éloquence, nous avons pour le premier thème, thème 1, éloquence, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Ces premiers thèmes, il faut être capable de les définir. La définition, il faut être capable de les définir, d'en faire la différence avec la rhétorique. Faire la différence entre éloquence et rhétorique. Si vous y arrivez, il faut être capable de montrer l'origine de l'éloquence. Et puis le développement de l'éloquence. Le développement, et vous pourrez terminer, vous pouvez prendre aussi le déclin de l'éloquence. Et finalement, quand vous avez fait ça, vous devrez encore être à mesure de voir les différentes écoles rhétoriques que nous avons étudiées, les différentes écoles de rhétorique. Après, vous prendrez les parties du discours. Un discours a combien de parties? Un discours, parce que un texte comme le Pro Archia, c'est un discours, et de manière générale, un discours a 3 parties. Nous avons vu les 3 parties d'un discours. Vous avez l'exode, vous avez le corps, et vous terminerez par la péroraison. Voilà donc les 3 parties. En dissertation, ici, on vous parlera de l'introduction, ici, c'est le développement, ici, c'est la conclusion. Alors, le corps a 2 parties. Il ne faut pas se tromper. Au corps, ici, vous aurez 2 parties. La première partie, c'est la narration. Alors que la deuxième partie, toujours du corps, c'est l'argumentation. L'argumentation. Mais dans le Pro Archia, nous avons vu que finalement, le Pro Archia a 2 sortes d'argumentation ici. Le Pro Archia a la narration, le Pro Archia a aussi l'argumentation, mais en 2 sortes d'argumentation, l'argumentation de causa et l'argumentation extra causam. Extra causam. Voilà. Alors maintenant, comme nous avons plus ou moins décelé ou bien fait un commentaire sur l'éloquence avec toutes ces données, il est question pour chacun de donner un contenu à chacun de ces éléments. Savoir dire quelle est l'origine, le développement, le déclin, de manière claire. Après, finalement, nous pouvons prendre maintenant notre modèle qui est le Pro Archia, ces textes-là. C'est le modèle que nous allons essayer d'analyser ici et faire un commentaire. C'est l'œuvre de Cicéron. Et c'est le modèle par excellence d'un discours, d'une plaidoirie. C'est le modèle par excellence vraiment d'une plaidoirie. Le Pro Archia, contexte. Il s'agit du discours Pro Archia en faveur d'Archias, comme nous l'avons dit. Pro signifie, c'est une préposition qui signifie en faveur de. Et puis Archias, c'est un nom propre, c'est Archias, qui est un grec né à Antioche. Alors Archias est né, comme je viens de le dire, à Antioche, mais il est d'origine grecque, est arrivé à Rome. Il est arrivé en Italie, où il va être accueilli par la famille des Lucullus. La famille des Lucullus, ce sont ces gens-là qui vont l'accueillir. Et après, cette famille l'aide à acquérir la nationalité. Il l'aide à acquérir ce que nous appelons les droits de cité. Et les droits de cité, ils vont l'acquérir à partir d'Héraclée, la cité
d'Héraclée. Ce sont des éléments importants qu'on retient. C'est la cité qui va permettre à Archias d'avoir la citoyenneté ou encore le droit de cité. Finalement, après, Archias va avoir cette citoyenneté suite à une loi qu'on appelle la Lex Plautia Papiria. Papiria. C'est cette loi qui va permettre à Archias d'acquérir la nationalité. Parce que la loi dit que tout étranger qui est à Rome sous trois principes, si il est arrivé à Rome et qu'il a un domicile en Italie, il a fait la demande auprès d'un prêteur, c'est la troisième, et qu'il a acquis sa nationalité. Donc, à partir de cette loi, Archias a donc acquis la citoyenneté romaine. La citoyenneté romaine. Alors finalement, bien plus tard, il y aura une autre loi qui viendra, la Lex Papiria. La Lex. Cette loi-ci va expulser de Rome tous les sans-papiers, tous ceux qui vivent illégalement à Rome, qui n'ont pas de papiers, qui vivent illégalement à Rome. Cette loi les expulse. Ils doivent partir, ils doivent quitter. Et c'est suite à cette loi-ci que finalement un certain Gratius, certainement un ennemi de la famille, un ennemi de Lucullus, alors pour se venger, à cause de cette inimitié, il va accuser Archias, leur fils adoptif, de vivre illégalement à Rome. Il vit à Rome n'ayant pas de papiers. Donc là, tous les contextes de cette œuvre-ci pro-Archia. Gratius accuse donc Archias de vivre illégalement à Rome et finalement Archias va recourir à Cicéron pour le défendre. Il va demander à Cicéron d'aller le défendre et cela c'est en quelle année? En 62. En 62, Archias c'est une œuvre de 62. Il y a plusieurs œuvres. Alors que Cicéron en 63, il venait d'être consul. Consul équivaut ici au Congo au président de la République. Vous voyez, après cette fonction-ci, Archias lui demande un service de ce genre. Quel est le problème ici? Quel est le problème du pro-Archia? C'est la naturalisation. La naturalisation, donc un problème de citoyenneté. C'est pour Cicéron un petit problème. Normalement, un grand avocat comme Cicéron, après tout ce qu'il a été, on ne peut pas lui confier une cause de ce genre-ci. On pouvait utiliser un petit avocat pour aller le défendre, mais il a pris Archias. Et Cicéron ne va pas refuser de le défendre. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que c'est une petite cause. Mais je profiterai de cette occasion pour faire autre chose. Dans cette plaidoirie-là. Nous allons voir ça un peu plus tard. Voilà donc la question du pro-Archia. Alors, les textes lui-même, pro-Archia, comment il est organisé? Les textes tels que nous l'avons vu, c'est un texte qui a 32 paragraphes. 32 paragraphes. Lorsque vous avez un paragraphe du pro-Archia, vous devez être capable de le situer, de dire il est à quel endroit. Nous avons dit que voici l'organisation d'un discours, exode, corps, péroraison. Alors, des 22 paragraphes, quels sont les paragraphes du corps? L'exode part du paragraphe 1, certainement, du paragraphe 1 jusqu'au paragraphe 4a. Il faut être capable de situer vos paragraphes. Et puis, le deuxième moment, c'est le corps. Le corps, j'ai dit qu'il a deux parties. Il y a la narration. La narration part donc du 4a. Ce sont des paragraphes que nous avons aussi étudiés. Part du 4a jusqu'au paragraphe 7. Là, c'est la narration. Et encore, l'autre partie, c'est donc l'argumentation qui prend donc la plus grosse part. Argumentation. Évidemment,
L'argumentation, j'ai dit que dans Pro Archia, il y a deux sortes d'argumentation. Il y a l'argumentation des causa. C'est l'argumentation au sujet de la cause, qui traite principalement la question. Et quelle question? La question des naturalisations. L'argumentation des causa qui part donc du paragraphe 7 au paragraphe 11. Et finalement, l'argumentation extra causam part donc du paragraphe 12 au paragraphe 30. Et finalement, vous avez la dernière partie, la péroraison. La péroraison, qui part donc du paragraphe, la péroraison n'a que deux paragraphes, 31 et 32. Voilà. Donc, lorsque j'ai un paragraphe, par exemple, le paragraphe que nous allons analyser, c'est le paragraphe 22, vous devrez être capable de dire, il se situe dans quelle partie du Pro Archia. Je vais dire que 22, il est dans le corps, et il est dans l'argumentation, et quelle argumentation extra causam. Ça me permet de savoir déjà, c'est à tel endroit, ça me permet de dire que donc il devra certainement être question de ceci. Parce que l'exode, vous savez que c'est l'introduction, on vous met au parfum de la question, et la narration relate encore plus ou moins le contexte de quoi il est question, de quoi il sera question dans les discours. L'argumentation des causes traite effectivement le sujet, la cause, la question du discours. Et extra causam, ce sont des argumentations en dehors de la cause. Et donc, ça me permet de savoir que, paragraphe 22, c'est un argument, c'est une argumentation qui ne parle même plus de la question de la naturalisation, mais bien d'autres, d'un autre sujet que le sujet de la cause. Voilà comment est organisé le Pro Archia. Finalement, lui-même, Cicéron, vous devrez être capable de donner des enseignements ou bien des renseignements précis sur Cicéron. Il faut être capable de donner des renseignements précis sur Cicéron, entre autres, date de naissance, lieu. Ce sont des choses que vous devrez avoir. Et puis, la formation faite. Cicéron, c'est un philosophe, c'est un orateur, il est un juriste. Il a fait le droit, il a fait la rhétorique, il a fait la philosophie. Ce sont là donc ses études, les études qu'il a faites. Et les lieux, il les a fait où? Il a fait à Rome, puis il est passé en Grèce, il est passé à Rhodes, tous ces endroits-là, vous avez des détails. Et finalement, vous devrez encore être capable de donner la carrière. Qu'est-ce qu'il a fait? La carrière peut être une carrière politique, sa carrière politique et sa carrière littéraire. Qu'est-ce qu'il a réellement fait comme homme de lettres? Et finalement, ses œuvres. Les œuvres de Cicéron sont nombreuses, vous l'avez vous-même remarqué. Mais pour qu'on essaie de les maîtriser, ils sont souvent classés en thèmes. De manière à ce que quand vous avez une œuvre de Cicéron, vous devrez être capable de dire, il est sous quelle rubrique, quel thème. Il y a des œuvres qui sont des discours. C'est le cas c'est le cas du Pro Archia, qui est un discours. Les catilinaires que vous avez fait en cinquième. Pro Milone, beaucoup d'autres, vous avez tous ce sont des discours. Il y a des discours. Et il y a encore, parmi toutes ces œuvres, il y a encore des œuvres qui sont des œuvres qui traitent des thèmes de philosophie. Il y en a qui traitent des questions de philosophie. Il y en a qui traitent des questions de rhétorique. Il y en a qui traitent des questions de politique. Et finalement, il y a des œuvres qui sont de la poésie. Et 4, il a écrit aussi des lettres. Comme la lettre qu'il a écrite à son frère Quintus. Il a écrit plusieurs autres lettres. Donc, quand vous avez une œuvre de Cicéron, il faut être capable de la classer. Est-ce que c'est un discours?
Est-ce que c'est un traité de philosophie, un traité de rhétorique? Est-ce que c'est un traité de politique? Est-ce qu'il y a une poésie ou bien une lettre? Et retenir les dates, et effectivement, les dates de chaque œuvre. Voilà donc de manière ramassée ce qu'on peut, les indications, les éléments précis qu'il faut avoir sur cette première partie-là. Alors, pour l'analyse, nous avons voulu ne pas faire une simple théorie, nous avons voulu prendre un modèle. De tous les paragraphes que nous avons fait 25 paragraphes du Pro-Archia. Alors, de tous les 25 paragraphes, du paragraphe 1 au paragraphe 25, que vous devez, je l'espère bien que vous êtes en train de maîtriser déjà, j'ai pris le paragraphe 22 pour essayer encore de vous faire voir comment on fait une analyse en latin. Lorsque on vous donne un texte en latin, parce qu'on ne va pas vous donner d'autres textes que les textes analysés en classe. C'est pourquoi j'en amène un texte que nous avons analysé en classe. De tous les 25, vous en aurez un, ou même deux. Alors, je prends un modèle de texte vu en classe et pour vous montrer comment on procède. Nous avons donc le paragraphe 22, je l'ai déjà situé, qu'il est de la partie du corps, que c'est une argumentation, et une argumentation extra causam. Ça me permet de dire que là, ici, Cicéron est en train de parler d'autre chose que de la vraie question qui est la question de la naturalisation. Alors, quand vous avez votre petit texte, on commence toujours par la lecture. C'est pourquoi la grammaire, c'est ça, la phonétique. Je vais lire et puis je vais aller à l'analyse. Noster enius fuit carus africano superiori, is putatur itaque etiam esse constitutus ex marmore in sepulcro Scipionum. Voilà, après votre lecture, une lecture bien faite, vous pouvez passer à l'analyse. Et pour l'analyse, on commence toujours par distinguer les propositions. C'est l'analyse fonctionnelle. Distinguer les propositions de votre passage. Le passage, la séquence qu'on vous a donnée à combien de propositions pour que ça vous permette de faire une bonne analyse. Pour notre phrase, notre séquence ici, je vais là où il y a un point. Donc la phrase commence ici, à noster, et je constate que c'est jusqu'à Scipionum. Ça me fait une seule phrase. La séquence donc a une seule phrase, mais finalement cette seule phrase doit avoir plusieurs propositions, parce que je constate que cette phrase a plusieurs verbes. Les verbes vont me permettre de trouver les différentes propositions. Parmi les verbes, j'ai fuit. Parmi les verbes, j'ai encore putatur. Parmi les verbes, j'ai encore esse constitutus. Tout ceci. Et je crois que ce sont ces trois verbes-là que nous avons. À chaque verbe correspond une proposition. C'est un principe. Lorsque vous avez un verbe, un verbe est une base d'une proposition. Fuit est une base d'une proposition qui irait à partir de, qui commence donc à enius et qui finit à superiori. C'est alors une proposition. C'est la première proposition. Putatur est aussi base d'une autre proposition. Donc putatur fait aussi une proposition. Donc ceci serait une première proposition. Une. Putatur me donne une deuxième proposition. Et esse constitutus est aussi base d'une autre proposition. À partir donc de is, itaque, constitutus ex marmore, ça me fait une troisième proposition. J'aurai le temps, au fur et à mesure, quand nous allons analyser, nous allons dire quelle est la nature de ces propositions. La première proposition qui commence à enius a pour base fuit.
nous devons commencer par analyser le verbe. Après, nous allons chercher s'il a un sujet. Les verbes, c'est fuit. Verbe, nous disons à quel mode? C'est au mode indicatif. Le temps, A, c'est le parfait. C'est l'indicatif parfait. De quel verbe? De essayer. Voilà. Et essayer signifie être. Voilà. Donc, et maintenant, vous devez traduire. Fuit signifie alors quoi en français? Indicatif parfait. Ça signifie il fut. Ou encore il était. Je suis déjà bien à l'aise parce que j'ai déjà mon verbe. Je cherche le mot qui peut être son sujet. Et le mot qui peut être son sujet doit être au nominatif. Est-ce que de noster à superiori, j'ai un mot qui est au nominatif? Certainement. J'envoie quel mot par exemple? Noster est au nominatif. Enius est au nominatif. Carus est aussi au nominatif. Africano n'est pas au nominatif. Superiori aussi n'est pas au nominatif. Donc je n'ai pas besoin de ces deux mots. Son sujet devra donc être un de ces mots qui sont au nominatif. Lesquels? Noster, enius est au nominatif. Donc enius, nature, vous pouvez commencer donc par nature, comme ici on a dit. La nature, c'est un verbe. Ici, la nature, c'est un nom propre. À quel cas? C'est voilà, les nominatifs singuliers. Et la fonction, nous disons que c'est le sujet de fuit. Et noster aussi, sa nature, adjectif démonstratif. Adjectif possessif. C'est aussi au nominatif singulier. Un adjectif démonstratif a la fonction de déterminant. Noster détermine enius. Donc, noster enius signifie notre. Ici, c'est notre. Enius, c'est Ennius. Ennius est un poète. C'est un grand poète latin. Même s'il a une origine grecque. Mais c'est un poète latin d'origine grecque. Parce qu'il a aussi acquis la citoyenneté. Il est venu des Grecs et puis il a acquis la citoyenneté à Rome. Notre Ennius. Cicéron l'appelle notre Ennius. C'est un étranger. Mais Cicéron l'appelle notre Ennius. Il est étranger au même titre que Archias. Pourquoi donc? C'est déjà un indice c'est déjà une manière pour Cicéron de dire que non, nous devons aussi appeler Archias notre Archias, comme nous avons appelé Ennius notre Ennius. Ennius est étranger, Archias est étranger. Les droits que nous avons accordés à Ennius, nous les devons aussi à Archias. Notre Ennius fut, ou encore a été, c'est clair, a été Carus. Nous avons aussi dit que Carus est aussi au nominatif. Mais la nature, c'est toujours bon de commencer par la nature d'un mot. Adjectif qualificatif, qui est aussi au nominatif masculin singulier. Suivi finalement de la fonction, ici, c'est un attribut. Adjectif qualificatif masculin singulier, ça qualifie Ennius, se rapporte à Ennius. Et Carus signifie cher. Cher. Notre Ennius a été ou bien fut cher. Il a été important. Il a été cher. C'est pourquoi ça, c'est attribut de Ennius, du sujet qui est Noster Ennius. Finalement, on est arrivé au complément. Le complément, c'est Africano superiori. Et le complément est à quel cas? Africano me met en présence, ça peut être soit un datif ou encore un ablatif. Cette terminaison. Alors que superiori ne me met qu'en face d'un seul cas. Et superiori, troisième déclinaison, c'est seulement un datif. Pour ça, c'est soit datif, soit ablatif. Superiori, c'est un datif. I n'est pas ablatif. Alors,
africano est alors à quel cas? Comme c'est deux cas possibles, quel cas est vrai? Ça dépend maintenant de la fonction du mot. C'est sa fonction qui va nous déterminer, qui va nous permettre de dire que c'est une terminaison de deux cas, mais avec cette fonction, ce n'est pas un datif, c'est un ablatif. Ou ce n'est pas un ablatif, c'est un datif. Alors, quelle est la fonction des africano? Notre Ennius a été cher à l'Africain. Africano. Cher à l'Africain. La fonction de africano, complément de l'adjectif. Ça complète cet adjectif ici. Cher à l'Africain. Si vous dites a été cher, c'est incomplet. Africano, ce nom-ci, complète l'idée de carus, c'est ainsi que c'est un complément de l'adjectif. Parce que le mot que africano complète, c'est un adjectif. Et le complément de l'adjectif carus comme adjectif veut que son complément soit au datif. Ça veut que son complément soit au datif. C'est ainsi que c'est africano n'est pas un ablatif, c'est plutôt un datif masculin singulier. Fonction. Complément de l'adjectif. Ne dites pas cher à qui COI, non. Complément de l'adjectif. Complément de l'adjectif. Et superiori, puisque superiori, c'est qualifie africano, il doit prendre son cas. Cher à l'Africain premier. Donc, superiori est aussi au datif parce qu'il qualifie un mot qui est au datif. Il a son cas, il a son genre, et il a son cas, il a son genre. Son cas, c'est datif, genre, masculin, nombre, singulier. Parce que ça, c'est aussi au singulier. Et ici, c'est une épithète. Parce que ça qualifie africano. Cher à l'Africain, premier épithète. Voilà donc la première phrase qui est analysée. Nous pouvons la traduire littéralement. De quelle manière? Vous pouvez maintenant traduire. L'analyse est faite. Vous pouvez maintenant proposer une traduction littérale. Notre Ennius a été cher à l'Africain premier. Là, c'est la première partie est acquise. La première proposition de notre phrase est acquise. Maintenant, quelle est la deuxième proposition? La deuxième proposition, putatur. Putatur. C'est un verbe. Putare. L'infinitif, c'est putare. Verbe. L'infinitif, c'est putare. Et putatur nous dit donc que nous sommes au passif. Nous sommes alors au passif. Putatur, nous sommes alors au passif. Quel mode? Mode indicatif. Quel temps? Présent. Mais c'est un présent passif. Verbe, mode indicatif, temps présent. Voix. Passive. Voilà, l'infinitif, j'ai dit que c'est putare. L'infinitif, c'est putare. Et putare signifie penser. Penser. Alors maintenant, si nous devons traduire putatur, l'infinitif, c'est penser. Putatur signifie alors quoi? Il est pensé. Mais ça, en français, nous n'avons pas ça. On pense. Voilà comment le latin rend les formes impersonnelles. Rend les formes impersonnelles. Au lieu de dire il est pensé, littéralement, c'est il est pensé. C'est ça, verbe indicatif présent passif. C'est donc il est, puisque c'est un présent passif. Il est pensé, mais c'est une manière de traduire la forme impersonnelle. On pense. Quelqu'un pense. Alors, on pense. Ce verbe-ci a besoin d'une proposition infinitive. Ce verbe a besoin d'une proposition infinitive. On pense que la suite doit être une proposition infinitive. Et la proposition infinitive est constituée de quelle manière? Le verbe doit être à l'infinitif, le sujet doit être à l'accusatif. Les verbes de la proposition infinitive et à l'infinitif et son sujet est à l'accusatif. La partie qui est restée a donc quel verbe? Et se constitue tous, cette partie-ci. Ça, c'est les verbes. Et se constitue tous et à l'infinitif. Voilà. C'est donc la base de la proposition infinitive. Régie, occasionnée par ces verbes-ci
les verbes portatur, qui est un verbe d'opinion, et les verbes d'opinion veulent leur complément, ont besoin d'une proposition infinitive. Et la proposition infinitive a donc ce verbe-ci qui est à l'infinitif, et d'un sujet qui doit être à l'accusatif. Donc, analysons les verbes qui est à l'infinitif. Analysons les verbes qui est à l'infinitif. Nous avons verbe, mode infinitif. Le mode infinitif n'a que 3 temps en latin. Ici, ce n'est pas un infinitif présent. Ce n'est pas un infinitif futur. C'est un infinitif parfait. C'est un infinitif parfait, passif. De quel infinitif présent? De constituere. Et constituere signifie dresser, placer ou encore constituer. Voilà. C'est la base de la proposition infinitive et qui doit avoir un sujet. Son sujet, c'est le is qui est resté là. C'est is qui est resté là et son sujet. Mais le is qui est resté là, à quelle nature? C'est un pronom démonstratif. Parce qu'il est seul, il ne détermine pas un nom. Il ne va pas déterminer un verbe. On ne voit pas un adjectif déterminer un verbe, non. Donc, il est pronom. Quel pronom? Démonstratif. Pronom démonstratif. Mais il est à quel cas? Ici, c'est un nominatif. Is est nominatif singulier. Il est un nominatif singulier. Mais nous avons dit que is, nominatif singulier, normalement, le sujet de la proposition infinitive est à l'accusatif. Alors que le is ici n'est pas à l'accusatif, c'est un nominatif. Il y a alors, ici, il y a un problème. Je crois que nous l'avons dit lors des enseignements. C'est is ici. Il y a une figure de style que nous avons appelée hypalage. Il y a une figure de style que nous avons hypalage. Pourquoi? Parce que le is ici, au lieu qu'il prenne le cas exigé dans les contextes, qui serait un accusatif, il a plutôt pris le cas d'un autre nom qui le remplace. Et le nom qui le remplace, c'est Enius Noster. Notre Enius qui est au nominatif. Celui-ci, c'est ici, remplace Noster Enius. Celui-ci est constitué. Alors qu'en réalité, ça devait être un accusatif parce que c'est le sujet de la proposition infinitive. Alors ici, on aurait eu eium. On aurait eu eium et c'est constitutum. Ça devait s'accorder aussi avec ce eium-là. Mais puisqu'il y a hypalage, il y a cette figure de style-là, c'est is. Au lieu de prendre les cas constitués, déterminés par le contexte, il a pris les cas de enius-là et c'est un nominatif. Et ici, vous avez un nominatif. On a pensé que celui-ci est constitué. Que celui-ci est constitué. Alors, prenons l'autre partie. Les compléments sont ex marmore in sepulchro scipionum. Prenons donc cette partie qui est restée. Marmore, qui est aussi un substantif. Un substantif. Marmore est à quel cas? Marmore est à l'ablatif. Masculin singulier. Complément. Complément circonstanciel des matières. Des matières. C'est pourquoi nous disons que c'est un complément circonstanciel des matières. Ex, c'est préposition plus ablatif. Celui-ci fait en marbre. Enius, c'est is ex marmore. Celui-ci fait en marbre. Celui-ci en marbre. Qui est en marbre. Mais qui est-ce qui est en marbre? On dit la figure de Enius en marbre, la statue de Enius en marbre est constituée ou a été constituée ou in sepulchro scipiorum. In plus ablatif et l'ablatif c'est sepulchro. Nous avons sepulchro qui est donc l'ablatif neutre singulier, complément circonstanciel des lieux à cause de in. In sepulchro scipionum. Scipionum par contre,
scipionum. Par contre, et à quel cas? C'est un génitif masculin pluriel. Génitif masculin pluriel de scipio, scipionis. Ça, c'est un complément déterminatif. Ça détermine sépulcro. Et c'est quoi? C'est scipion. Nom propre. Donc, notre dernière partie, on est resté juste avec des copulatives. Itaque etiam, particules conclusives. Donc, particules de conclusion. Donc, alors que ceci, c'est particules copulatives, qui signifie aussi. Ainsi, et donc la dernière partie, on pense que celui-ci, que Ennius, ou que la statue d'Ennius constituée en marbre, que la statue d'Ennius faite en marbre est constituée, ou bien est dressée, est placée dans la tombe, dans le tombeau, dans les tombeaux des Scipions. On pense que celui-ci est en marbre, qui est en marbre, donc sa statue ou encore sa figure qui est faite en marbre est dressée dans le tombeau des Scipions. Voilà donc, et qu'est-ce que ces passages, après cette traduction littérale, nous devons être capables de faire un commentaire, de dire qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens. Nous devons faire un commentaire, c'est-à-dire dire en d'autres mots ce que Cicéron voulait dire en ces passages. C'est ça, faire un commentaire littéraire. Cicéron dit que Ennius, qui est un étranger, a été cher à Scipion l'Africain. Il a été cher à Scipion l'Africain, à l'Africain premier. C'est Scipion l'Africain. Et on pense même que, on a même pensé, le fait qu'il a été cher à Scipion africain, on pense même que sa statue, la statue de Ennius, était même fixée, était même dressée ou placée dans le tombeau de Scipion pour montrer combien cet étranger a été vraiment cher à cette famille, a été cher à Scipion. Que même sa statue était même fixée dans le tombeau de Scipion. La dernière partie de notre entretien concerne donc la stylistique, un rappel de quelques figures de style que nous avons vues en classe et des exemples. Parmi les figures de style qui reviennent les plus souvent, on prend les figures de style qui sont les plus souvent sollicitées, nous avons l'allitération. L'allitération avec comme exemple par Weni, Widi, Wichi. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que, par exemple, ces trois mots-là, ce qui revient, c'est tout leur début a une même consonne. We, we, we. Donc, une allitération, c'est la répétition du même son au début de plusieurs mots. La répétition du même son. We, donc vous avez we, we, we. Ou encore, fortibus est fortuna viris data. F, du même son. C'est ça une allitération. Vous avez beaucoup d'exemples. Donc, c'est la répétition du même son au début du mot, au début de plusieurs ou bien quelques mots. La deuxième figure de style, assonance, qui est presque le contraire de cela, qui est presque le contraire de l'allitération, ou encore homéotélète. Vous pourrez rencontrer soit assonance, ou encore vous pouvez rencontrer homéotélète. Là, c'est la répétition du même son à la fin de plusieurs mots. Ici, c'est au début. Alors que l'assonance, c'est à la fin. I. Ili, max, marc,
Kelly, full, oui. I. La répétition du même son à la fin de plusieurs mots. Ou encore, pour ad suscipiendam, ad ingrediam, l'altération c'est en am. C'est ça l'altération, à la fin donc de ces mots-ci. Alors que lorsque vous avez les mêmes mots au début de plusieurs phrases, ad, ça c'est une autre figure de style. Mais l'assonance pour cet exemple ici, l'assonance c'est en dam, am et am, ou encore i. La troisième figure de style, c'est l'aphérèse, qui est beaucoup plus facile. C'est la suppression de l'initiale du mot. La suppression de l'initiale du mot. Vous avez qui à la place de aliqui. La suppression, c'est cette partie-ci qu'on a supprimée. Toutes ces figures de style, on les rencontre aussi en français. En français, une aphérèse, par exemple, autobus, vous avez seulement bus. Vous supprimez la première partie auto, vous restez avec bus. C'est le cas de qui au lieu de aliquid. La quatrième figure de style qui revient aussi souvent, c'est l'anaphore. L'anaphore, c'est ceci. Ad suscipiendam, ad ingrediam. Nous commençons chaque phrase par les mêmes mots. Ad, ou encore out. Noster. Là, c'est l'anaphore. Vous constatez que chaque phrase commence par les mêmes mots. Noster, nostra ou encore bien d'autres. La phrase commence par là, c'est l'anaphore. Une autre figure de style, c'est hyperbate, qui n'est pas aussi compliqué. L'hyperbate, c'est le fait de dissocier des mots qui devaient aller ensemble. Des mots, une épithète qui devait aller ensemble avec le nom qui les qualifie, vous les dissociez en faisant intervenir d'autres mots au milieu. Paukis, post, diebus. Paukis, post, diebus. Paukis et l'épithète de diebus. Les deux mots-ci devaient aller ensemble. Peu de jours. En peu de jours. Alors, on devait avoir paukis, diebus, post pour avoir après peu de jours. Les deux mots-ci devaient aller l'un après l'autre, mais on les a distancés, on les a dissociés, on les a écartés par un autre mot qui est mis au milieu. Au lieu d'avoir paukis, diebus, post, ou encore post, paukis, diebus, non, vous faites intervenir un autre mot au milieu pour séparer. Ici, c'est bien plus clair. Bonum, habere, animum. Bonum qualifie animum pour avoir un bon esprit ou une bonne âme. Alors, mais là, vous avez habere qui les sépare. Avoir un bon esprit, donc on devrait plutôt avoir habere, bonum, animum, au lieu de tel que c'est là. Bonum, habere, animum. Une autre figure de style, c'est les pléonasmes qu'on rencontre aussi en français. C'est inédite. Tribui et concedi. Tribui, c'est attribuer. Concedi, c'est concéder. Donner. Vous voyez que les mots-ci ont le même sens. Mais on veut insister, le latin aime bien, ne trouve pas ça. Souvent, le latin recourt beaucoup au pléonasme. En latin, ce n'est pas une faute d'expression. Nous les rencontrons assez souvent. Attribuer et concéder, c'est en vue d'insister. Le latin préfère insister, c'est pourquoi vous rencontrez plusieurs expressions de ce genre-là. Recordari memoriam, c'est rappeler, c'est souvenir de la mémoire. Vous comprenez que c'est un pléonasme, c'est inédite. Au lieu de dire simplement c'est rappeler, au lieu de vous ajouter encore la mémoire, on sait que c'est toujours le même mot. On vous reprenez des mots qui ont le même sens. La litote, remplacer une expression par la négation de son contraire. La litote consiste à remplacer une expression par la négation de son contraire. Je veux par exemple dire quoi? Je veux dire avouer. Au lieu de dire simplement avouer, je nie son contraire. C'est ça la litote.
Je nie son contraire. Son contraire, c'est nier. Et je nie maintenant, son contraire n'est pas nier. Et n'est pas nier, c'est avouer effectivement. C'est ça donc, la litote, c'est vous remplacer l'affirmation en niant le contraire de cette affirmation-là. L'affirmation, c'est avouer, et vous la remplacez par son compte en niant son contraire. Au lieu de dire, par exemple, en français, vous avez par exemple, pour dire je t'aime, vous allez dire je ne t'hais pas. Je ne t'hais pas, le contraire de aimer, c'est haïr, le nier, c'est haïr là, donc je ne t'hais pas, c'est aimer, voilà. Et la métonymie, c'est une figure de style qui consiste à utiliser l'abstrait à la place du concret. L'exemple que nous avons rencontré dans les textes, dans plusieurs textes, c'est ac vestra humanitati. Humanitate, c'est l'humain. Et l'humain, c'est abstrait. Pour indiquer l'homme, Cicéron pour indiquer l'homme, pour désigner l'homme concret, il utilise à la place donc, de l'homme concret, il utilise le terme humanitate, l'humain. L'humain est abstrait. C'est abstrait. L'humanité, c'est abstrait. Ce qui est concret, c'est l'homme que l'on peut voir. L'humanité, c'est plusieurs qualités de l'homme qui renvoient à l'homme et c'est vraiment abstrait. Donc la métonymie consiste à recourir à l'abstrait. Pour parler du concret, vous utilisez l'abstrait. La prolepse, c'est une anticipation. Une anticipation, c'est prévoir à l'avance. C'est prévoir à l'avance pour ne pas être surpris. Ac ne quis miretur. Afin que personne ne s'étonne. Donc, vous prévoyez une question que l'on pourrait vous poser. Et vous répondez à une question que l'on pourrait vous poser. Ce sont des techniques oratoires. La prolepse, c'est prévoir quelques suggestions, quelques problèmes qui pourraient vous être posés et vous y répondez à l'avance. C'est ce que Cicéron fait ici. Quelqu'un pourrait se demander pourquoi je m'intéresse si tant à la cause de Archias. Quelqu'un pourrait se demander pourquoi je m'intéresse tellement de la cause de Archias. Personne ne le lui a demandé, mais il s'est dit qu'on pourrait lui poser cette question-là, on pourrait lui demander pourquoi il s'intéresse à cette cause-là. C'est là une prolepse. Il y en a qui ajoutent prolepse oratoire, mais même prolepse, c'est une anticipation. Une autre, c'est l'ellipse. L'ellipse ou encore brachylogie. Les deux, souvent, on les prend l'une pour l'autre. C'est l'omission d'un terme que l'on peut rétablir dans le sens de la phrase. Vous omettez un terme, mais que l'on pourrait rétablir pour avoir le sens de la phrase. Pour avoir le sens de la phrase, vous pourrez avoir besoin de ces mots-là. Vous pouvez dire simplement patria, au lieu de dire terra patria. Patria signifie la patrie, le pays. La patrie, le pays. Alors vous omettez le mot terra. Parce que la patrie, ce n'est pas abstrait. Vous omettez le mot terra qui normalement devait aller. Le sens de patria implique aussi le mot terra. Mais vous n'avez pas besoin de dire patria terra. Vous pouvez simplement vous limiter à patria. Mais le sens vous met à l'esprit qu'il y a aussi le mot terra. La terre, la patrie, notre terre. Ou encore dextra, ici c'est plus clair. Dextra, la droite. Mais la droite c'est quoi? Vous pourrez compléter l'idée, la droite. Manus, dextra manus, la main droite. Vous omettez manus, vous dites simplement dextra, mais vous pouvez rétablir, pour le sens, vous pouvez rétablir, compléter le mot dextra par l'expression, l'expression ou le mot manus pour dire dextra la droite, mais pour le sens, vous pourrez faire intervenir ou bien restituer, remettre le mot manus pour avoir la main droite par exemple. Hyperbole, 11, hyperbole c'est beaucoup plus facile, c'est une exagération. Une exagération telle que virum lectissimum, l'homme le plus
intelligent, l'homme le plus savant. C'est une exagération. Hein? En français, l'hyperbole existe aussi. Je le lui ai dit 1000 fois. C'est une hyperbole, c'est une exagération. Hein? Je le lui ai dit 1000 fois. Je t'aime à la folie, c'est une exagération. On ne peut pas arriver jusqu'à ces degrés-là. Mais c'est une figure de style comme l'homme le plus intelligent. La prosopopée, c'est encore une autre figure de style qui consiste à faire parler des êtres inanimés. Saxa est solitudines, voci respondent. Saxa, les pierres, c'est un être inanimé, et les déserts solitudines répondent à la voix. Les pierres ne répondent pas normalement, les déserts non plus, mais on fait parler les êtres inanimés. On donne aux êtres inanimés des sens. Hein, on leur donne, on en fait des personnes. On en fait des personnes. La prosopopée, c'est la même chose que la personnification. Hein, vous faites des êtres inanimés, des personnes, personnification. Vous pourrez avoir l'une ou l'autre, mais c'est la même chose, c'est faire parler les êtres inanimés. Voilà de manière ramassée quelques figures de style, les plus souvent sollicitées, en latin, même en français, il y en a qui reviennent. Alors voilà donc ce que nous avons prévu, reprendre pour vous. Les moments les commentaires que nous avons prévu refaire pour vous en vue d'orienter votre étude. C'est pour vous permettre d'orienter votre étude, où est-ce qu'il faut insister, quelles sont les matières les plus nécessaires. Il y a une partie qui n'a pas été prise, c'est la deuxième partie. Ici, nous avons fait l'éloquence. La deuxième partie, c'est l'histoire. C'est la partie que nous n'avons pas commentée, mais elle n'est pas aussi difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes. En histoire, vous avez quelques auteurs et quelques petits textes qui sont là. La matière la plus abondante, c'est l'éloquence. Avec ça, j'aimerais souhaiter à tout le monde vraiment un bon temps d'études, de lecture. Et puis, vous avez plusieurs exercices que j'ai prévus sur la matière que j'ai enseignée, plusieurs exercices que j'ai prévus, que j'ai laissés à la direction, qui vont vous permettre de refaire donc ce que je viens de réviser. Je vous remercie tout le monde et vraiment bonne étude.